Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Entracte Science. Et pour changer, c'est pas Julien qui vous parle, c'est moi, Miss Plume, et aujourd'hui on va pas parler de Paléo News, on va parler de dessins scientifiques. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, et surtout parce qu'en fait c'est une petite conférence que j'ai donnée à l'occasion du book launch qu'on a fait Julien et moi à l'université de Witwatersrand il y a pas si longtemps. Et comme c'était pas donné en ligne, on a pensé que ce serait pas mal que finalement vous l'ayez aussi sur la chaîne, parce qu'après tout, on s'est dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, le dessin scientifique, on en parle beaucoup sur la chaîne, surtout pour l'évoquer dans des articles scientifiques, parce que Julien vous présente plein d'articles scientifiques dans les Paléo News, et il y en a certains qui ont des reconstitutions de bestioles du passé, qui ont des choses qui sont pas exactement des schémas, qui sont peut-être un peu plus que des schémas, qui sont parfois même des vraies œuvres artistiques. Et la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que c'est qu'un dessin scientifique au final ? Est-ce que un schéma peut être considéré comme un dessin scientifique ? Est-ce que un dessin de reconstitution c'est scientifique, même si on sait pas exactement à quoi ressemblait l'animal au final, vu qu'on a que des bouts du squelette, parfois très très parcellaires ? Est-ce que quelque chose qui peut-être est un peu plus comme les dessins d'observation qu'on voyait dans les publications du 19e, où c'est généralement des choses en noir et blanc, des petits dessins très très précis à la plume, c'est plus ça que vous considériez comme un dessin scientifique. Bref, qu'est-ce que c'est qu'un dessin scientifique ? À quoi ça sert ? Et pourquoi est-ce qu'on en fait ? Donc c'était ça le sujet de ma présentation, et j'espère, alors je sais que tout le monde n'est pas paléo-artiste par chez nous, et de toute façon je ne demande pas à ce que tout le monde le soit, mais le but de ce talk, c'était, surtout devant un public de spécialistes, notamment de paléontologues, de leur expliquer déjà ce qu'ils doivent attendre d'un dessin scientifique lorsqu'ils demandent un dessin scientifique à un dessinateur, et à quel point un dessin scientifique peut aider une publication, ou peut aider un papier quel qu'il soit, pour peut-être faire ressortir une idée. Donc c'était vraiment ça le but de ce talk, et si ça vous intéresse, si vous-même vous avez besoin de dessins scientifiques, le but c'est vraiment de savoir ce que vous recherchez dans ce dessin, comment le demander à l'artiste, et comment faire passer ce que vous souhaitez à l'artiste. Ça peut aussi être très important si vous êtes dans cette optique-là. Donc si ça vous intéresse, restez, et puis si vous avez des questions, évidemment ce sera dans les commentaires comme d'habitude, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Avant qu'on démarre, évidemment, ici le talk a été fait en Afrique du Sud, il est en anglais. Je vais parler par-dessus en français, hein, c'est logique, donc la plupart des choses seront traduites en français de toute façon au fur et à mesure des diapositives. Et puis surtout, le but, il n'y a pas tant d'écrit que ça, le but c'était surtout de montrer des exemples de dessins. La plupart de ces dessins sont aussi des dessins qui ont été tirés du livre, parce que c'était le but en fait de montrer les dessins du bouquin, hein, c'était là-dessus qu'on faisait la conférence après tout. Et il y en a d'autres qui sont aussi des dessins qui ont été faits pour des publications scientifiques, tous les dessins que vous verrez sont les miens de toute façon. Et donc voilà, ça vous donnera une idée de quantité de styles différents que vous pouvez avoir pour les dessins scientifiques, et ça peut vous donner une idée de ce que vous pouvez demander aussi, donc n'hésitez pas. Alors, la première question c'est, quand je vous parle d'un dessin scientifique, qu'est-ce que vous avez en tête ? Je vais vous demander de faire le même exercice juste là, réfléchissez 2 minutes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis dessin scientifique ? Quelle est la première image qui va popper dans votre esprit ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors généralement, la première image qui pop dans votre esprit, c'est un truc, alors pas exactement celui-là évidemment, mais un truc de ce style-là, parce que quand on parle dessin scientifique, on se réfère généralement aux vieilles publications 19e, 20e siècle, on voit ces petits dessins très très précis à la plume, ancrés, hein, évidemment, avec des ombres, avec un peu d'effet 3D en quelque sorte, un peu comme celui-là, alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai fait aussi. Mais surtout, c'est plus ou moins de ça dont on parle quand on parle d'un dessin scientifique. Et en fait, est-ce que c'est vraiment la seule chose qu'on pourrait qualifier de dessin scientifique ? Alors c'est ça la question. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le seul vrai dessin scientifique ? En fait, les dessins scientifiques, il y en a plein de sortes différentes, et il y en a plein de sortes différentes en fonction de ce que vous voulez faire avec. C'est ça qui va être important, c'est qu'est-ce que vous voulez montrer avec ce dessin. Donc, le premier but d'un dessin scientifique, évidemment, c'est de faire une copie à l'identique. C'est un peu comme celui-là qu'on a vu tout au début. Le but qu'on avait dans les publications de cette époque-là, c'était vraiment d'avoir un dessin complet de ce qu'il y avait anatomiquement correct devant nous.
Évidemment, à l'époque, surtout si vous prenez les vieux tirés à part, vous n'avez pas de photos, parce que les photos, c'était tiré justement après, à côté du texte, pas en plus, et généralement, ça coûtait quand même vachement cher, donc vous n'allez pas rajouter des clichés avec. Donc on avait juste l'écrit, et vous avez en plus du dessin en noir et blanc, donc qui va être imprimé en même temps que les écrits, qui va être passé par-dessus. Mais la photo elle-même, si vous voulez vraiment une image de ce que c'est le fossile, vous l'aurez pas. Donc c'est pour ça que le dessin à l'époque, il était si important. Et le but donc, c'est de donner une vue assez réaliste de ce que vous avez devant vous pour que ce soit le plus détaillé possible. Le but aussi, c'est de mettre en exergue certains éléments peut-être qui vont être particulièrement importants si vous voulez montrer la forme d'une dent particulièrement, ou un petit foramen peut-être qui va être placé comme là, ici, qui est juste au-dessus d'une des dents, donc ça va vous permettre de donner une idée de là où sort un nerf, par exemple, ce genre de choses. Donc ça va être des détails qui sont très importants, que vous allez peut-être pouvoir mettre en exergue sur le schéma que vous êtes en train de faire, et qui vont peut-être ressortir plus que si vous aviez pris une photo d'ailleurs. Ça, c'est important. Donc par exemple, ça c'est un dessin que j'avais fait pour le livre, où en fait on a un objet, bon c'est une aquarelle en l'occurrence, c'est pas exactement un dessin, mais plus ou moins le même style. Donc vous voyez cet oursin fossile sur lequel vous avez des hiéroglyphes qui ont été gravés lors de la période de sa découverte. D'ailleurs, c'est toute l'histoire qui est racontée à côté dans le bouquin, c'est-à-dire que, alors c'était un prêtre, il me semble, qui avait ramassé donc cet oursin fossile et qui a gravé son nom sur l'oursin en question, donc les hiéroglyphes en question, ça dit son nom et ça dit où l'oursin a été trouvé. Et ça, c'est absolument incroyable quand même. Ça permet non seulement d'avoir une date de découverte, enfin, plus ou moins, en fonction des hiéroglyphes qui sont là, et puis le nom du découvreur. C'est quand même une histoire incroyable sur ce fossile. Et ça, donc, ça raconte toute une histoire, et le but, c'était, sur cette aquarelle, de mettre en exergue les petits hiéroglyphes que vous avez gravés donc au dos de l'oursin fossile. Et pour ça, le mieux, c'était donc d'accentuer un petit peu les ombres, de faire en sorte que vraiment ça ressorte bien, tout en ne dénaturant pas le fossile lui-même, et en essayant de garder le maximum de détails tout autour. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, et en fait, si vous regardez ça, on voit vachement un peu mieux, peut-être pas vachement mieux, mais un peu mieux que si vous aviez pris une photo du même oursin fossile, et qu'en fait, les ombres se seraient peut-être confondues un petit peu avec les couleurs de l'oursin fossile en lui-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous faites une copie à l'identique, en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez mettre en exergue certains détails importants. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, si on repart sur l'histoire des anciennes publications et des tirés à part, vous allez trouver certaines de ces publications et certains de ces tirés à part, en fait, être pas des copies véridiques de ce qui est vraiment le fossile ou l'objet qu'ils sont en train d'essayer de copier. En fait, vous allez vous rendre compte que, souvent, pour le rendre plus beau, ou pour faire en sorte que ce soit mieux, peut-être, dans leur tête, en fait, ils ont dessiné le fossile, mais sans les parties qui manquent. C'est-à-dire qu'ils ont reconstitué sur ce dessin, qui est censé reconstituer l'os, ou le crâne, ou quoi que ce soit, et ils ont complètement reconstitué ce que le fossile devait être avant qu'il soit brisé, parce que souvent c'est des morceaux que vous retrouvez, hein, c'est pas des crânes entiers ou des machins comme ça, donc ils vont, en fait, refaire le truc comme ils pensaient que ça devait être à l'époque. Et ça, c'est pas forcément noté d'ailleurs dans les publications quand vous lisez le truc, ils vous mettent pas forcément que ça a été reconstitué. C'est possiblement un problème d'ailleurs, donc des fois vous pensez voir un truc sur un tiré à part qui semble être un fossile absolument magnifique, avec un crâne qui a aucun défaut, et en fait quand vous regardez le vrai fossile, vous vous rendez compte que il en manque la moitié. Et ça c'est assez drôle aussi. Donc on pense parfois que ce type de dessin, donc comme celui qui est en haut là, c'est vraiment ce que vous pouvez avoir de plus scientifique, de plus correct, et en fait quand on retourne en arrière et quand on regarde ces anciennes publications, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Parce que des fois ils ont reconstitué le truc, mais pas forcément comme il l'aurait fallu non plus. Bon voilà. À prendre aussi avec des pincettes, ce genre de choses, des fois c'est aussi soumis à interprétation. Alors ça, c'était le premier type de dessin que vous pouviez faire, c'est généralement celui que tout le monde connaît, hein. Quand on parle dessin scientifique, c'est ce qui va sortir en premier, c'est généralement l'image que vous avez en tête, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc par exemple, vous pouvez reconstruire le passé, donc on en a parlé tout à l'heure, les reconstitutions, alors
ça permet plein de choses, ça permet d'une de voir un petit peu quelle était plus ou moins la forme de ce que vous êtes en train d'observer, surtout quand on parle de fossiles, on n'a plus les animaux de l'époque, enfin ils sont plus vivants parmi nous en tout cas, ils se baladent plus comme ça. Mais grâce aux reconstitutions, vous allez pouvoir avoir peut-être, alors c'est une vue d'artiste, mais vous allez voir une idée générale de ce à quoi aurait pu ressembler l'animal en question, ou la plante d'ailleurs, parce qu'on a aussi des fossiles de plantes, ne l'oublions pas. Mais ça, évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, la couleur de l'animal, c'est quand même difficile à déterminer, donc on va se baser sur le présent. Mais ça va vous permettre, de vous rendre compte que ce que vous étudiez, c'est pas juste un bout de nonos, c'est un truc qui a vraiment vécu à une période et effectivement qui devait bouger d'une certaine manière. Ça peut peut-être vous donner des idées d'ailleurs sur la manière dont il devait bouger. Et puis quand vous faites une reconstitution comme celle-là, au final, vous devez, en tant qu'artiste, travailler avec le paléontologue pour arriver à comprendre, ok, alors ça s'insère là, ça se met là, d'accord, donc en fait, si je le mets comme ça, ouais, mais là, il doit y avoir un peu plus de muscles, parce que sinon, il peut pas bouger, le bestiau, enfin bref. Donc il y a plein de questions qui vont en fait être soulevées par cette reconstitution et qui vont peut-être possiblement faire avancer les recherches grâce à ça. Donc c'est pas inutile de faire une reconstitution comme ça, c'est au contraire très important. À condition évidemment de suivre les avancées scientifiques en la matière lorsque vous faites une reconstitution. C'est-à-dire que si on vous dit que la bestiole, elle avait pas de lèvres, et elle avait pas de lèvres, donc n'en mettez pas. Voilà. Si on vous dit qu'il y avait des plumes sur le dos de telle bestiole, mais à cet endroit-là par contre, il y en avait pas, n'en mettez pas. Voilà. Donc voilà, faut vraiment prendre en compte tout ça, faut vraiment écouter ce que le paléontologue vous dit lorsque vous faites une reconstitution comme ça, et si ça marche, effectivement, si vous faites bien comme il faut, normalement, vous devriez avoir une bonne idée de ce que donnait l'animal à l'époque. Et évidemment, pour ce genre de choses, on s'inspire des animaux qu'on a actuellement, ce qui permet d'avoir une vague idée des couleurs, des formes, des insertions des muscles, etc. Toujours reconstituer le passé, mais en prenant en compte ce qui vit actuellement, ce qui permet donc d'avoir une vague idée de comment tout ça fonctionne. Donc il y a plein de méthodes pour faire des dessins scientifiques pour reconstituer le passé, donc là il y en a 2-3 qui sont différents. Vous pouvez évidemment le faire en noir et blanc, un peu comme j'ai fait en bas. Pareil, une autre publication scientifique où j'avais fait une petite reconstitution d'un ancien Sirénien. C'est aussi une reconstitution, même si ça a l'air pour certains plus scientifique en un sens, ça reste une reconstitution d'une bestiole et on sait pas exactement. D'ailleurs, on avait eu des questions pour celui-là et je me souviens sur l'oreille de la bestiole parce que je savais pas comment le faire. Moi, j'avais fait une oreille un peu plus haute. Et puis Julien m'avait dit non mais attends, faut la faire plus basse parce que là ça va pas parce qu'en fait on pense qu'il y avait juste un petit repli de peau dessus et pas le lobe complet. J'ai dit ah bon, du coup j'avais modifié le dessin après. Mais voilà, c'est toujours de la recherche, essayer de comprendre comment ça fonctionne et c'est pas simple en fait, c'est pas simple. Mais on essaie toujours de s'approcher au plus près de ce que ça pouvait être à l'époque. Bon voilà, des petits trilobites en haut, un mammouth africain en l'occurrence au milieu là, donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec. Ces dessins sont pas très détaillés non plus, hein. Vous pouvez faire une reconstitution qui est pas extrêmement détaillée, mais bon, essayez quand même de prendre en compte plus ou moins ce que les scientifiques vous disent, ça peut aider pour essayer de trouver quelque chose qui soit le plus réaliste possible, surtout quand on parle de reconstitution, c'est vraiment quand même un des piliers de la chose. Ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire avec un instinct scientifique, vous pouvez reconstituer le passé, et ça va vous donner une idée, une image vivante d'un animal vivant. Et ça, c'est quand même pas si mal. Après, vous pouvez aussi raconter une histoire. Parce que bon, vous pouvez juste reconstituer un animal, mais bon, ça va pas raconter forcément l'histoire de cet animal. Là, pour le bouquin, en fait, c'est une suite de petites histoires, et le but, c'était donc de raconter les histoires de certains fossiles, comment ils avaient été découverts par les populations locales. Et pour ça, vous pouvez les mettre en scène dans une petite vignette, quelque chose comme j'ai fait ici. Alors pareil, c'est pas très détaillé, mais ça vous raconte déjà une histoire avec ces vignettes. Donc là, sur le côté, avec alors on appelle ça un poulki en Afrique du Sud, c'est le chaudron que vous voyez là. C'est un petit chaudron, si on veut. Je saurais pas trop comment traduire ça. J'imagine chaudron serait la traduction la plus adéquate. Donc vous avez ce petit chaudron, et en fait sur le chaudron, vous avez ce fossile qui servait de couvercle à l'époque, et ça c'est quand même une histoire assez incroyable. Cette bestiole a été découverte parce qu'elle servait de couvercle à un chaudron chez une des populations locales.
et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'adore l'histoire. Et donc, pour raconter l'histoire, faut le mettre en scène. Donc voilà, j'ai mis le fossile en couverture sur un chaudron. Alors je pense qu'à l'époque, la plaque n'était pas découpée aussi bien, aussi nettement que ce qu'elle est aujourd'hui dans le musée, mais voilà, ça vous donne une idée. Vous voyez bien le petit squelette qui est sur sa plaque, qui sert de couvercle sur son chaudron. Et puis il y a les trucs pour faire à manger à côté, etc. Donc voilà, donc vous avez mis l'histoire en scène dans cette petite image, et vous l'avez racontée en fait. Juste le voir comme ça, ça vous donne déjà une idée en fait de ce qui se passe, de l'histoire qui est racontée. Et c'est à ça que ça sert un dessin aussi, ça sert à raconter une histoire. Pareil, pour l'autre image en haut de la vignette, ici vous avez donc un petit tas de plusieurs trucs, donc il y a une dent fossile d'éléphant évidemment, mais vous avez plein d'autres trucs, et notamment un bâton un peu particulier, et vous saurez le descriptif de cette chose-là si vous lisez l'histoire dans le bouquin. Je vais pas tout vous dire non plus, parce que bon, c'est pas très drôle sinon. Mais en gros, vous avez ici tout plein d'objets qui sont plus ou moins des trucs qui pourraient être précieux d'une manière ou d'une autre, une collection de trucs un peu hétéroclites, mais qui pourraient être intéressants. Et j'ai essayé donc de mettre ça en scène parce que ce bâton et cette dent faisaient partie certainement d'un groupement d'objets à la fois cérémoniels et importants d'une manière ou d'une autre pour ces gens-là. Et donc pour moi, ça m'intéressait de montrer, en fait, je sais pas exactement comme une sorte de petit tas de trésors, en quelque sorte, mais de les montrer ensemble comme si, oui, c'était quelque chose qui était important, qui était avec 2-3 trucs qui auraient pu être importants à l'époque, peut-être. Voilà. Donc ça fait une petite histoire pour dire que voilà, ça avait été collecté et ça avait été préservé d'une certaine manière. J'ai aucune idée de comment ça a été préservé, j'ai aucune idée de là où ça a été préservé, mais en tous les cas, on sait que c'était important pour les populations locales et le but c'était de le mettre en scène. Et puis ça n'empêche pas de faire une petite scène un peu sympa derrière et puis d'y rajouter un oiseau parce que voilà, moi j'aime les oiseaux. C'est tout. C'est comme ça. Mais bon, après ça c'est la vie d'artiste évidemment, voilà, c'est normal. Mais ça peut raconter, le but ici c'était vraiment de raconter une histoire et juste en mettant ce genre de choses en scène, ça vous permet de déjà donner une idée de ce que vous voulez faire passer comme message. Et ça, c'est important aussi. Donc le dessin, ça sert aussi à ça. Ensuite, vous pouvez essayer, grâce à un dessin, d'être plus ou moins en accord avec le thème de l'histoire lorsque vous racontez une histoire. Alors par exemple, si vous racontez une sorte de mythe, quelque chose qui s'est produit, ou quelque chose qui est une histoire passée de génération en génération, généralement ça a des airs de mythe, un petit peu de légende, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que sur le côté avec les animaux, là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus style naïf, parce que c'est un mythe, c'est le mythe de l'émergence de la caverne, et là, c'est quelque chose qui a été raconté, passé de génération en génération. Si vous lisez, vous comprendrez, c'est le mythe originel en Afrique. Et ce mythe-là, donc, ça demandait à être un peu plus... comme si c'était une histoire pour enfants, en quelque sorte. Donc tu essaies d'ajuster un peu le niveau de dessin pour que ça ressemble à quelque chose d'un petit peu plus irréel, un peu plus comme un rêve, un peu plus rêvé. Donc c'est pour ça que les personnages sont assez naïfs. Ici, ils sont naïfs dans le style de dessin, uniquement, évidemment. Ça vous donne une idée, ça fait un peu bouquin pour enfants, pour le coup, mais c'était un peu le but recherché. Et de l'autre côté, par contre, vous avez une histoire où là, on vous raconte le manuport d'une... Alors, c'est pas un fossile pour le coup, c'est un galet qui ressemble à un visage, le Macapensrat Pebble pour le coup. Et celui-là, il a été transporté par quelque chose qui n'était pas exactement homo. Quelqu'un l'a visiblement transporté, et c'était pas nous. C'est une histoire intéressante aussi, et là, pour le coup, on a des preuves de ce qu'on avance, et donc là, c'est beaucoup moins... Le type de dessin est beaucoup moins naïf, beaucoup plus réaliste dans le style. Voilà. Ça n'empêche pas que c'est les mêmes techniques, c'est de l'aquarelle pour les deux, mais vous pouvez vraiment adapter le style en fonction du type d'histoire que vous avez envie de faire passer, et du type de sentiment que vous avez envie de faire passer. Évidemment, ça peut aussi être adapté en fonction de votre audience. Si vous avez des enfants principalement, vous allez peut-être faire quelque chose d'un poil plus naïf dans le style de dessin que si vous avez uniquement des adultes, quoique ça encore, ça se discute évidemment. Alors, ensuite ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des détails, parce que ce que vous n'avez pas sur une photo, ce sont des modifications. Vous pouvez pas forcément modifier beaucoup les choses. Alors là, par exemple, pour les deux images où vous voyez des collines, donc vous en avez deux,
Alors, il y en a une, c'est Mapungubwe, donc c'est celle du dessus, c'est la plus petite. Vous voyez donc le village par-dessus avec un onos sur le devant qui montre qu'effectivement on a trouvé des ossements fossiles autour de Mapungubwe. Et l'image d'en dessous, c'est une colline, c'est la colline aux ossements en quelque sorte, si vous traduisez ça directement. Et sur cette colline, on a trouvé, pareil, des ossements fossiles, du Lystrosaurus principalement. Et alors, pour ces deux-là, on sait qu'on a trouvé des ossements à proximité, mais je sais pas exactement où. Et en fait, le but, c'était pas de montrer où ils ont trouvé exactement les ossements, parce que dans ces cas-là, par exemple, pour la colline aux ossements, en dessous, j'aurais dû faire directement le crâne sur l'un des petits affleurements que vous voyez sur la colline, notamment les bandes bleues. C'est certainement là que vous allez trouver les ossements, à mon avis. Mais du coup, si je l'avais fait là-dessus, en fait, j'aurais dû choisir entre soit vous montrer la colline elle-même, parce que là, pour le coup, je l'ai reproduite à l'identique par rapport à ce qu'il y a sur les photos, soit vous montrer les ossements fossiles, parce que je peux pas faire les deux en même temps, il y a un problème d'échelle là, pour le coup. Donc j'ai choisi, en fait, de mettre un crâne au premier plan, et de vous montrer la colline en arrière-plan, même si je sais que, en fait, les os n'ont pas été trouvés devant la colline, ils ont été trouvés sur la colline. Mais pour faire passer le message que c'est la colline aux ossements, j'ai mis le crâne au premier plan. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est et de pourquoi c'est là. Donc en fait, c'est pareil pour Mapungubwe au-dessus, j'ai mis les ossements au premier plan, sinon de loin vous les verriez pas, donc c'est pas possible. Donc ça, avec un dessin, en fait, vous pouvez rajouter des détails comme ça, vous pouvez modifier un petit peu pour essayer d'inclure des trucs qui, normalement sont pas exactement là, mais qui font quand même passer un message. Là, le message que je vous fais passer, c'est oui, il y a des ossements autour de ces deux sites, et c'est là où on les a trouvés. Où exactement, j'ai pas inclus de carte, mais voilà, le but c'était de vous montrer que ouais, il y avait des ossements autour. Et pour l'image sur le côté, où là je fais assez rapide celle-là, en fait, vous avez une photo, vous la verrez dans le livre certainement, je sais plus si on l'y a mise ou pas. Dans tous les cas, normalement, vous avez une photo qui avait été prise à l'époque du squelette en phase de découverte avec le même personnage qui se tenait juste à côté. Et sur le même site, un gars local avait fait un dessin qui était plus ou moins une reconstitution en fait de la bestiole, qui est donc la première reconstitution qu'on a de cet animal-là, qui a été faite par quelqu'un du coin. Et c'est une reconstitution qui finalement est étrangement cohérente avec ce qu'on sait aujourd'hui de ce genre de fossiles. Et là, sur la photo en question, donc on voyait pas le gars en train de dessiner, mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai combiné les deux, j'ai mis à la fois le gars en train d'essayer de dessiner, en train d'essayer de faire sa reconstitution, donc au premier plan des ossements qui sont derrière, et la copie en quelque sorte de la photo où on voyait le squelette et puis la personne derrière pour donner une échelle. Donc voilà, donc j'ai combiné les deux en un, en me disant, ça a dû, certainement à un moment, il a dû se mettre à côté du squelette ou du fossile pour essayer de dessiner sa reconstitution, et voilà, ça a dû se passer comme ça à un moment ou à un autre. Il était certainement pas exactement à cet endroit-là, mais il a bien dû se trouver dans le coin pour essayer de faire sa reconstitution. Et voilà, donc c'est pareil, raconter une histoire, rajouter des détails sur l'image que vous n'auriez pas pu faire si ça avait été uniquement une photo. Bon. C'est aussi très pratique pour ça les dessins, vous pouvez vraiment les modifier comme vous le souhaitez. En restant au plus proche de la réalité au maximum, évidemment, mais voilà, ça vous permet de faire des choses que vous ne pourriez pas faire avec une photo. Ensuite, vous pouvez jouer avec les couleurs. Alors, ici par exemple, lorsque vous avez en haut tous ces coquillages et au milieu cet oursin, en fait dans l'histoire, l'oursin est un oursin fossile qui a été collecté et qui a ensuite été placé avec tout plein de coquillages qui eux sont des coquillages qui sont actuels. C'est-à-dire qu'en gros, les gars qui l'ont collecté à l'époque se sont dit « Eh mais mince, cette pierre, parce que c'est une pierre, c'est lourd comme une pierre, enfin bref, c'est un caillou aujourd'hui, on est d'accord, cette pierre ressemble quand même vachement à ce qu'on trouve aujourd'hui dans la mer. Si ça se trouve, c'était un oursin. Et ça doit être un ours d'une manière ou d'une autre, même si quand même aujourd'hui ça ressemble plus à une pierre qu'autre chose. Et donc ils ont trouvé à l'époque, ils ont été capables d'identifier que c'était effectivement anciennement du matériel biologique, ou que ça appartenait anciennement à un truc qui était biologiquement vivant. Et ça, c'est quand même pas rien. Et pour en fait montrer cette différence entre ce qui est aujourd'hui un fossile, donc une pierre, et ce qui
est aujourd'hui encore des coquillages bien vivants, j'ai tout simplement changé les couleurs, donc en fait le fossile je l'ai mis beaucoup plus gris que ce qu'il est originalement, mais quand même un poil de couleur dessus, j'aurais pu en mettre dans l'image, j'aurais pu le faire gris aussi, enfin un poil plus brun dans ces couleurs, mais je l'ai pas fait, j'ai gardé uniquement gris, comme ça fait vraiment la différence entre le fossile gris et le reste coloré, et j'ai mis le maximum de couleurs possible sur les coquillages autour, parce que comme ça fait vraiment une différence. Et bon, ça rend pas mal, parce qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Donc c'est une manière, vous pouvez jouer avec les couleurs comme ça, grâce à ça aussi. Et alors en dessous, oui, non, alors c'est pas ce que vous pensez, je vous promets, c'est bien le dessin en question, et c'est bien le fossile. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, vous avez le fossile à l'intérieur, pareil, qui est en grisé, et vous avez autour la reconstitution de l'animal qui, elle, va être en couleur, assez claire, parce qu'il faut bien voir le fossile à travers quand même. Mais voilà, ça vous donne une idée de où était positionné ce fossile dans l'animal, parce que c'est vrai que de prime abord, c'est pas facile, forcément, à positionner dans la bestiole. Et j'avoue que j'ai eu un doute, moi aussi. Mais voilà, donc ça, c'est pareil, vous pouvez jouer avec les couleurs grâce à ça. Pareil, le fossile n'est pas exactement totalement gris, mais pour le coup, c'est plus intéressant pour moi de le faire gris et de mettre des couleurs à côté pour bien voir le contraste. Donc, pour répondre à la question qu'on s'est posée au début, est-ce que ça, c'est le seul type de dessin scientifique ? Bah pas vraiment, parce qu'en fait vous avez plein de choses différentes que vous pouvez faire. Et bon, là j'ai pas tout mis, j'ai juste mis quelques exemples, mais il y en a plein d'autres dans le bouquin, vous pourrez aller voir. Et vraiment, il y a plein de possibilités quand vous faites du dessin scientifique. Donc ne vous arrêtez pas juste à cet exemple de dessin à la plume en noir et blanc, c'est pas tout ce que vous pouvez faire, c'est pas la totalité de ce que vous pouvez faire vraiment, et je vous encourage vraiment à aller voir. Il y a des tas de paléo-artistes partout qui font des trucs absolument fantastiques. Vraiment, n'hésitez pas, ils font des choses superbes. Chaque dessin, vraiment, quand c'est un dessin scientifique en tout cas, pensez-le comme quelque chose qui a été réfléchi. Donc ce dessin, il n'est pas là pour rien, il est là pour une raison. Parce que c'est une illustration pour une histoire ou quelque chose qui s'est passé, un événement peut-être. Est-ce que vous l'avez mis là parce que vous voulez que des détails qui soient peut-être mis en avant, qui ne seraient pas mis en avant normalement? Ou bien est-ce que ça vous a permis de peut-être transformer une photo qui est pas forcément facile à analyser, parce que des fois vous prenez des photos de fossiles et puis vous voyez pas trop où est l'avant, où est l'arrière, quelle est la différence avec ce truc-là, enfin qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui l'est pas, donc c'est pas facile à interpréter parfois des photos, donc vous avez vraiment besoin des fois d'avoir un dessin d'interprétation qui va être posé à côté pour que les gens qui soient pas spécialistes puissent comprendre ce qui se passe. Donc est-ce que c'est ça qui vous intéresse quand vous faites un dessin scientifique ? Ou est-ce que vous voulez juste une reconstitution de la bestiole, peut-être, pour voir à quoi ça ressemblait, parce que c'est peut-être un peu plus intéressant. Bref, avant de faire un dessin, ou avant de commander un dessin, si vous êtes dans cette situation-là, demandez-vous, c'est quoi le but ? Pourquoi je veux ce dessin ? Qu'est-ce que je veux montrer ? Quelle est l'histoire derrière ? Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. C'est ça ce que vous devriez vous poser comme question en premier, avant de vous dire, je veux un dessin. Ensuite, la deuxième étape, c'est généralement de planifier qu'est-ce que vous voulez montrer sur ce dessin, en fonction de ce que vous avez décidé précédemment, quel est le point important sur lequel je veux mettre l'accent. Et ensuite, et seulement ensuite, vous choisissez la meilleure méthode pour l'illustration, alors que ce soit de l'aquarelle, que ce soit du dessin à la plume, que ce soit peinture à l'huile peut-être, si ça vous tente, ou tout simplement si vous voulez faire quelque chose qui soit plus schématique qu'autre chose, pourquoi pas. Ou bien à l'ordinateur directement, il y a plein de logiciels maintenant qui vous permettent de faire ça, mais voilà, décider ça vient seulement après. Je pense que les premières étapes vraiment, c'est décider pourquoi vous voulez faire ce dessin, pourquoi il est important pour vous, et quel est le but de ce dessin, vraiment. Voilà, pensez à ça avant de commencer un dessin, ça vous permettra vraiment de planifier ce que vous voulez montrer et comment vous voulez le montrer, parce que parfois c'est pas toujours facile. Donc voilà, écoutez, si vous voulez maintenant faire du dessin ou commander des dessins peut-être à des paléo-artistes, vous avez au moins les clés pour savoir ce que vous voulez et comment vous le voulez, donc j'espère que ça vous aidera. Et puis sinon j'espère que ça vous aura intéressé quand même au moins un petit peu. Si vous voulez commander le bouquin, le lien est en description, c'est en anglais, on n'a pas de version française pour le moment évidemment. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. A plus!